Bonjour et bienvenue à notre session intitulée « Je ne savais pas qu'Amazon API Gateway était capable de faire ça ». Alors, beaucoup d'entre vous peuvent avoir des problèmes de données qui sont dispersés dans de multiples silos, que ce soit base de données, système legacy, API tierces ou même des flux de données en temps réel. Consolider et exposer toutes ces données de manière cohérente représente un défi majeur pour les entreprises et l'utilisation d'API REST est une solution qui est largement adoptée. Je m'appelle Christian Kamangala, Solution Architect chez AWS. Je suis accompagné de mon collègue Jensen Pearson, Senior Solution Architect, et nous allons vous présenter comment exposer facilement des API REST avec AWS. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Altis Media, qui nous partageront leur retour d'expérience sur la mise en place de leur Data Hub évolutif. Vous comprendrez comment ils ont réussi à mettre en place des API REST pour pouvoir exposer les données hétérogènes de plusieurs sources en un point unique grâce à Amazon API Gateway. Alors, nous allons commencer par revoir ce que c'est qu'Amazon API Gateway, ainsi que les fonctionnalités de base. Ensuite, nous allons parler des fonctionnalités au-delà de l'interface API, ce qui nous conduira au cas d'usage d'Altis Media. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Amazon API Gateway, c'est un service entièrement géré qui va permettre aux développeurs de créer, gérer, déployer, mais aussi sécuriser les API à n'importe quelle échelle, et ceci très facilement. Pour ce qui est des protocoles qui sont proposés par Amazon API Gateway, on a principalement deux protocoles, donc le protocole REST et aujourd'hui aussi le protocole WebSocket qui est de plus en plus utilisé. D'après un rapport publié par Postman en 2023, 86% d'API utilisent le protocole REST, donc ce qui montre que le protocole REST reste encore bien utilisé. Amazon API Gateway propose deux types d'API, ce qu'on appelle l'API REST. En premier, elle vous propose toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour déployer une API REST, que ce soit la limite de débit par client, la création des clés d'API. Bref, on a toutes les fonctionnalités d'une API REST. Si vous recherchez quelque chose d'assez simple et qui se met en place très rapidement, nous proposons aussi l'API HTTP, qui, elle, propose une interface assez simple et qui se met en place très rapidement. Nous allons maintenant parler des différents types de déploiements que l'on peut faire avec Amazon API Gateway. Si vous avez votre application et que la majorité de vos utilisateurs se trouvent dans une région particulière, par exemple dans la région géographique de la France, nous vous proposons ce qu'on appelle les API régionales. Alors avant de continuer, j'aimerais rappeler que API Gateway en soi est un service régional et donc tous les types de déploiement, tous les types d'API se déploient dans une région spécifique. Par contre, l'API régionale, elle est vraiment destinée aux applications et aux utilisateurs qui se trouvent dans une même région, que ce soit par exemple la région Paris d'AWS ou même la région Francfort. Mais imaginez que vous avez des utilisateurs qui se trouvent par exemple en Afrique du Sud. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être en mesure de pouvoir appeler votre API, mais par contre, le niveau de latence va pouvoir augmenter, Alors, pour réduire la latence, nous proposons ce qu'on appelle une API régionale qui est optimisée en périphérie. Alors, le schéma reste pratiquement le même, mais là, vous allez remarquer qu'on a rajouté une distribution de contenu CloudFront qui est entièrement gérée par API Gateway. Qu'est-ce que cela va rapporter? Alors, si on reprend l'exemple précédent, avec les utilisateurs qui se trouvent en Afrique du Sud, cette fois-ci, lorsqu'ils vont pouvoir appeler votre API, ils vont être redirigés vers les points de présence qui se trouvent directement en Afrique du Sud. Et ensuite, le reste du chemin va être parcouru en utilisant le réseau global d'AWS, ce qui va vous permettre en soi de réduire la latence. Ensuite, pour les applications privées, les cas d'usage où vous avez des applications qui se trouvent dans votre cloud privé ou VPC, comme on l'appelle en anglais, vous avez aussi la possibilité de déployer ce qu'on appelle des API privées. Pour ce type d'API, les applications et les utilisateurs se trouvent principalement dans le VPC et ils veulent faire appel à des API qui eux aussi se trouvent dans le VPC, d'où le nom d'API privé.
Donc, voilà pour ce qui est des types de déploiement. Donc, principalement, 3 types de déploiement. Parlons maintenant du type d'intégration qui peut être fait avec Amazon API Gateway. Nous avons principalement 5 types d'intégration. Premièrement, nous avons l'intégration lambda fonction. Ensuite, il y a aussi l'intégration mock. Il y a l'intégration lien VPC, l'intégration pour les services AWS. Et pour finir, nous avons l'intégration HTTP. Nous allons maintenant voir en détail ce que veut dire chaque type d'intégration. Commençons par l'intégration lambda ou ce qu'on appelle l'intégration proxy. Donc, comme le nom le suggère, c'est une intégration où la réponse et la requête sont transmises telles quelles entre le back-end et l'utilisateur. Et donc, vous n'avez pas de contrôle sur la requête ou la réponse parce qu'elles sont passées telles quelles entre le back-end. Donc, il n'y a pas possibilité de transformer les requêtes ou les réponses. On verra un peu plus tard comment on peut faire des transformations sur les requêtes ainsi que sur les réponses. Donc, pour ce qui est de la réponse, comme je l'ai évoqué à l'instant, la réponse va aussi être transmise telle quelle du back-end vers le front-end. Et c'est aux développeurs de pouvoir implémenter tout ce qui est HTTP header, ainsi que les status codes, que ce soit 200, 503, etc. Par contre, vous allez remarquer que j'ai mis une légende là au-dessus à droite pour pouvoir vous aider à comprendre quel type d'intégration est supporté par quelle API. Donc, à chaque fois que vous voyez une marque verte, ça veut dire qu'elle est supportée soit par les deux ou soit par l'API REST ou ce qu'on appelle l'API HTTP. Alors là, vous allez remarquer qu'il y a un petit astérix au niveau de l'API HTTP. Je vous explique pourquoi. Avec l'API HTTP, lorsque vous utilisez la version 2 du payload, tout cela, au niveau de la réponse, elle est fait automatiquement par vous. Donc, API Gateway est en mesure d'inférer le format de la réponse si votre lambda fonction retourne un JSON qui est valide et ensuite déterminer automatiquement le type de status code, que ce soit 200 ou 500. Et donc, encore une fois, quand vous avez besoin d'une API REST qui est assez simple, je vous conseille de commencer par l'API HTTP. Je l'ai évoqué il y a quelques instants qu'avec l'intégration proxy ou de lambda fonction, on n'a pas vraiment la même mise sur tout ce qui est transformation de la requête ni de la réponse. Pour pouvoir transformer les réponses ou les requêtes, on va pouvoir utiliser l'intégration AWS Service et se baser sur ce qu'on appelle le VTL ou le Velocity Language qui va nous permettre, encore une fois, de pouvoir facilement transformer la requête, mais aussi la réponse. Et donc, si vous avez besoin de manipuler la réponse avant qu'elle puisse être envoyée au back-end ou la réponse avant qu'elle puisse être retournée au client, vous devez passer nécessairement par ce qu'on appelle l'intégration service AWS. Ensuite, nous avons l'intégration AWS Service pour l'API HTTP. Ici, c'est particulier parce que cette intégration n'est faite qu'avec 5 services spécifiques que vous voyez à l'écran, tels que AWS Event Bridge, les step functions, mais aussi Amazon Kinesis Data Stream pour les flux de données en temps réel. Et ce qui est intéressant avec l'API HTTP, c'est que, encore une fois, tout va se faire automatiquement, que ce soit la manipulation ou la transformation de la réponse qui est fournie par Kinesis, elle va être transformée automatiquement pour être retournée à votre client dans le format attendu. Ensuite, nous avons l'intégration HTTP. Alors, cette intégration HTTP est intéressante parce qu'elle va permettre à API Gateway de pouvoir taper sur n'importe quel point de terminaison HTTP qui est public. Donc, ça peut être soit un point de terminaison qui est offert par un fournisseur tierce. Vous avez la possibilité de le mettre derrière API Gateway pour ensuite contrôler tout ce qui est, par exemple, limite de débit pour les clients, etc. Pour vous permettre d'effectuer les tests en toute sécurité, nous avons également ce qu'on appelle l'intégration mock. Alors, avec l'intégration mock, il n'y a pas d'intégration spécifique avec le service back-end, mais ça permet en gros de simuler les réponses et donc de faire des tests avant de pouvoir déployer votre API en production. Pour ce qui est de l'API HTTP, nous avons aussi une intégration mock, mais qui est généralement utilisée pour pouvoir manipuler les requêtes qui ont trait à
à ce qu'on appelle le CORS, donc le Cross Origin Service. Donc, vous allez pouvoir utiliser l'API HTTP et tout, encore une fois, va se faire automatiquement pour vous. Parlons à présent de l'intégration des liens VPC. Alors, au tout début, on a parlé de l'intégration privée qui permettait aux services qui se trouvent dans un VPC de pouvoir taper sur des API qui, elles aussi, se trouvent dans un VPC. L'intégration lien VPC va permettre aux développeurs de pouvoir exposer des services qui, eux, se trouvent dans des VPC à des utilisateurs qui sont externes à ces VPC. Et pour ce qui est de l'API REST, on va pouvoir passer par un équilibreur de charge réseau et ensuite, on pourra accéder à des services conteneurs, par exemple, qui tournent sur ECS ou EKS, mais pas que. On pourra aussi accéder à des services on-prem en passant par du Direct Connect. Avec l'API HTTP, c'est encore plus intéressant parce que là, on va pouvoir même communiquer avec un équilibreur de charge d'application, donc les Application Load Balancers, et aussi une nouvelle fonctionnalité qui est l'AWS Cloud Map. Et donc, encore une fois, accéder à des services qui sont déployés dans les VPC ou des services on-prem en passant par l'AWS Direct Connect. Donc, rapidement, je vous ai présenté ce que c'est API Gateway ainsi que les fonctionnalités de base. Je vais maintenant passer la main à mon collègue Gengis qui va pouvoir vous parler des fonctionnalités au-delà de l'interface API Gateway. Merci Christian. Alors, je vais vous parler un peu de ce qui sort du lot des fonctionnalités standards. Et vraiment, c'est des fonctionnalités qu'on se dit, en fait, je ne savais pas que ça existait, ou en tout cas, j'avais un besoin très spécifique, un problème en production, j'ai cherché sur Google et j'ai vu qu'en fait, API Gateway pouvait faire ça. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de couvrir un ensemble de fonctionnalités, justement, qui pourraient vous aider à designer, concevoir une better API, une meilleure API. D'accord ? Donc la première grande fonctionnalité que j'aimerais vous présenter, c'est l'autorisation. Si vous opérez dans le cloud ou en production, vous avez forcément touché à l'autorisation. Le disclaimer aussi, c'est qu'on en parle souvent en lien avec l'autorisation et l'authentification. Donc juste pour un disclaimer, l'authentification, c'est est-ce que je suis bien la personne que je prétends être, et l'autorisation, ça va être est-ce que vous avez accès à la ressource donnée ou au service donné. D'accord ? Donc aujourd'hui, pour l'autorisation, ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a des autorisations qui sont souvent faites au niveau back-end ou au niveau, si vous êtes sur des microservices, ça va être sur plusieurs microservices à la fois. On va gérer l'autorisation. Donc ça implique qu'on va devoir avoir du code à maintenir dans plusieurs endroits qui fait la même chose. L'idée ici, c'est de déplacer l'autorisation au niveau API Gateway pour justement avoir un seul endroit où vous allez gérer l'autorisation. Et pour cela, donc API Gateway en mode REST vous fournit plusieurs modes. Donc le premier, c'est ouvert, hein, c'est pas utilisé en production puisque ça ne vous fournit aucune authentification, aucune autorisation. Et les trois autres, donc on a permission IAM. Donc si vous utilisez AWS aujourd'hui, les politiques IAM, vous les utilisez sûrement. Là, l'idée, c'est justement de l'utiliser pour l'autorisation au niveau API Gateway et en couple avec les identifiants AWS. D'accord ? Pour Amazon Cognito Authorizer, pour Lambda Authorizer, c'est ce qu'on appelle des custom authorizers. Donc ça va être plus là si vous avez une autorisation interne, par exemple dans vos services, qui est très spécifique à votre entreprise, vous allez pouvoir, par exemple, dans le Lambda Authorizer, coder, intégrer cette logique dans la fonction Lambda. Et là, donc, la porte est ouverte à faire ce que vous voulez. Donc vous pouvez, par exemple, mettre un LDAP dans la fonction Lambda, une intégration, ou une logique métier d'autorisation que vous avez pour votre entreprise. Pour l'API HTTP, c'est quasiment la même chose, sauf qu'au lieu des Cognito Authorizer, ici on va utiliser JWT. JWT, donc c'est un peu plus un standard et qui repose sur OIDC et OAuth 2.0. Et ça va vous permettre, voilà, si vous utilisez déjà les JSON Web Tokens, c'est très facile de l'intégrer dans l'API Gateway. Comme ça supporte aussi OAuth 2.0, vous allez pouvoir ajouter des scopes OAuth et ça va vous permettre de gérer un niveau d'autorisation et une granularité d'autorisation différente selon vos applications. Donc tout ça intégré, rajouté dans le token, vous rajoutez le scope. La deuxième grande fonctionnalité d'API Gateway, c'est le cache. Donc on intègre dans API Gateway un cache que vous pouvez activer. Et c'est un cache régional. Donc si vous avez des applications, par exemple sur la région Paris,
et que vous avez besoin de cacher du contenu spécifique pour accélérer son retrieval, donc sa récupération, bah, vous pouvez activer le cache sur API Gateway et dire bah, pour la région Paris, mettez-moi dans le cache tel contenu, tel contenu. Et c'est vraiment, c'est un cache totalement managé, donc c'est vraiment puissant, c'est facilement activable et facilement utilisable. Par contre, si vous voulez manipuler le cache ou avoir des commandes spécifiques de cache contre le cache d'API Gateway, ça va pas être possible. Et là, vous allez plutôt utiliser CloudFront, qui est l'autre offre de cache. À savoir qu'il y a un coût horaire aussi qui est basé du coup sur la taille de ce cluster de cache, puisqu'on va spinner un cluster de cache pour vous, qui est managé pour vous. Donc il y a un coût pour ça. L'autre grande fonctionnalité, et là je l'ai mis en français, mais c'est les étapes. Si vous utilisez la console AWS, on dit plutôt les stages d'API. Et c'est ce qui va vous permettre de définir, en fait, pour un API Gateway, des stages différents. Donc, par exemple, ici, dans cet exemple, vous voyez, on a un stage alpha, on a un stage bêta, on a un stage prod, qui peuvent correspondre à des environnements voilà, de production ou de test. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir rediriger sur ces étapes différents endpoints API. Vous voyez, donc par exemple, à la fin, là, on a slash prod, slash bêta, slash alpha. Si on veut aller plus loin, on peut aussi utiliser des variables d'étapes, donc des stage variables. Et donc là, on a pareil les étapes, vous voyez à gauche, production, bêta, alpha, sauf que là, on va assigner des variables, et là, on a par exemple lambda alias qui est égal à production, qui va pointer donc du coup sur notre backend. Ici, pour l'exemple, le backend, c'est du lambda, donc ça va pointer sur un alias lambda qui va pointer sur une version spécifique. Et ça nous permet de gérer du coup plusieurs versions de notre code au niveau API Gateway. C'est une fonctionnalité qui est assez puissante, mais du coup, il y a une complexité. Il faut savoir aussi quand vous switchez, quand vous changez de version, etc. Et au final, vous gérez ça, vous gérez plusieurs environnements au niveau étape. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on recommande en général dans le cloud. Ce qu'on recommande, c'est plutôt d'utiliser des comptes dédiés pour les environnements dédiés. Donc, comme vous avez tout à l'heure, donc les étapes alpha, les étapes bêta et les étapes prod, ici, vous avez des comptes dédiés avec des API gateway dédiés. Et l'idée, en fait, c'est qu'on va utiliser donc, le construct, on va utiliser la sécurité qui a été construite par défaut autour des comptes pour justement répliquer nos environnements dans des comptes différents. Donc, ce que ça veut dire que, par exemple, là, juste en créant un compte de production avec un API gateway de production, bah, je peux avoir mon code qui est versionné pour la production et surtout, je peux avoir les constructs de sécurité du compte en disant, bah voilà, il y a uniquement 2 utilisateurs qui vont sur la prod et le reste n'y a pas accès. Et automatiquement, du coup, j'ai pas à gérer dans API Gateway plusieurs environnements, plusieurs versions différentes. L'autre façon de faire, c'est aussi de faire ça en utilisant les noms de domaine personnalisés. Dans cet exemple, donc un nom de domaine personnalisé, vous voyez, ça c'est mon nom de domaine, donc j'ai exemple.com. Et je vais pouvoir lui assigner donc un certificat SSL géré par ACM, mais plus intéressant, je vais aussi pouvoir lui assigner ce qu'on appelle du base path mapping, donc en français de la correspondance de chemin de base, et on va pouvoir du coup assigner une version avec un endpoint d'API spécifique. Et si on regarde les permutations qu'on peut avoir, par exemple, vous voyez le slash V1 de tout à l'heure, bah, il va pointer sur une API REST qui est la V1 de route, le slash V2 va pointer sur une autre API REST qui est la slash V2, et on peut aussi faire du multiniveau, donc vous allez avoir slash report slash request qui pointe sur une API HTTP en reports, mais par contre slash report slash retrieve pointe sur une API différente, qui a le même nom mais qui en reste. D'accord ? Donc ça vous permet vraiment de manipuler différents endpoints API. Maintenant, ce qui est vraiment important, c'est que quelle que soit l'API que vous construisez, quel que soit le design que vous faites, il y a des limites qu'il faut connaître. Et il faut designer, il faut construire autour de ces limites. Donc là, ce que vous voyez, c'est que les limites, c'est 10 000 requêtes par seconde sur API Gateway et 5 000 requêtes en rafale par compte et par région. Donc le 10 000, c'est ce qu'on appelle une hard limit, donc vous n'allez pas pouvoir la changer. C'est une soft limit, donc vous allez pouvoir la changer. Le 5 000, c'est une hard limit, vous n'allez pas pouvoir la changer. Donc il va falloir, quand vous construisez votre API, connaître ces limites et justement concevoir votre application en fonction de ces limites. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut les personnaliser et qu'on peut justement avoir, par exemple, une logique métier ou une logique applicative liée à ces limites. Vous voyez, vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé des étapes d'API Gateway. Bah, ici, on peut utiliser les étapes en disant j'ai une étape de production et je vais lui assigner le maximum possible, donc 10 et 5000. Par contre, au-dessus, j'ai des services, donc j'ai un service order et une API report. Et je veux pas la même charge sur les deux, parce que mes commandes, voilà, mon service order, c'est plus important, ça touche mes clients. Donc je vais lui mettre le max possible sur les postes. Par contre, pour les reports, c'est plus de l'admin, je vais accéder à des reporting. J'ai pas envie que le reporting impacte mon client. Donc là, je vais définir des limites différentes.
Et ça vous permet vraiment de designer des scénarios plus ou moins complexes. Donc par exemple, vous pourriez faire aussi en personnalisant les limites. Imaginez, vous êtes une entreprise qui a une offre freemium et une offre payante. Vous n'allez pas assigner le même débit, la même performance aux deux offres. C'est simplement du design d'API pour la bonne santé de votre API, pour la bonne santé de votre application, pour pas que justement vous arriviez à du throttling, à des limites de débit, justement. Et là, par exemple, vous voyez, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le maximum, comme tout à l'heure, pour les abonnés. Par contre, pour le groupe gratuit, on met des limites moindres, tant pour les commandes que pour les reports. D'accord ? Ce qui est important aussi, c'est que quand on design en fait ces limitations de débit, la première fois que vous allez le faire, vous connaissez peut-être pas le débit que va avoir votre application, peut-être elle aura plus de succès que prévu. Donc il faut mettre en place des métriques et il faut surveiller par exemple le throttling, mais il faut surveiller aussi donc si vous avez des erreurs, si vous avez des problèmes de latence, des problèmes de cache, si vous avez mis le cache tout à l'heure et qu'en fait vous voyez que via le monitoring, via la supervision, vous voyez que le cache en fait n'est pas touché, ça veut peut-être dire que voilà, il y a quelque chose à faire. Et donc l'idée c'est d'utiliser donc une suite d'outils de supervision de métriques, donc ceux d'AWS, donc la pièce centrale c'est CloudWatch qui va vous permettre vraiment de gérer toutes ces erreurs et toutes ces métriques dans une pièce centrale. Et après vous avez voilà, si vous config pour automatiser des choses, vous avez X-Ray, si par exemple au niveau API vous voulez savoir ce qui s'est passé dans la vie d'une requête de son inception à la fin de la requête pour savoir justement s'il y a des problèmes de latence, s'il y a des problèmes de performance, vous pouvez utiliser X-Ray pour faire ça. Au niveau des capacités de déploiement, donc si vous avez vos API en production, que vous les maintenez, il y a des gens qui les utilisent, parfois vous allez changer des choses sur cette API. Donc il faut faire attention à ce que ça n'impacte pas vos utilisateurs de production. Et on propose en fait le mode de déploiement Canary. Donc en utilisant les étapes de tout à l'heure, on va en fait, derrière les scènes, ce qu'on va faire en fait, on va instancier une nouvelle étape qui est l'étape Canary. Et on va dire, pour cette étape, on va envoyer la nouvelle version, puisque j'ai fait des changements sur API Gateway, je vais envoyer la nouvelle version du flux utilisateur sur les canaries. Et je définis un pourcentage d'utilisateurs que je veux impacter. Donc je peux dire par exemple 10% du trafic sur ma nouvelle version, sur mon canary. Et vous avez les métriques en place, vous avez CloudWatch, vous avez l'observabilité, et vous vérifiez que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc une fois qu'on est sûr, on peut promouvoir donc, le canary. Et on peut dire, alors le canary qui existait avant, je vais l'envoyer sur la production, je vais mettre à jour ma version d'API Gateway sur la production, et je vais supprimer le canary précédent. D'accord ? Ça vous permet en fait de vraiment de changer API Gateway sans impacter 100% de vos utilisateurs en production. Si vous changez le code, si vous faites des changements au niveau code, c'est pas forcément là que vous allez faire, parce que après ça va être lié à votre backend, votre compute que vous utilisez. Si vous utilisez par exemple Lambda, vous avez les blue-green deployment en Lambda, etc. Là c'est vraiment dans l'idée, j'ai changé un paramètre sur API Gateway, j'ai changé quelque chose sur API Gateway, voilà, je vais voir l'impact. Alors les politiques basées sur les ressources, ou pareil, si vous utilisez la course en anglais, c'est Resource-Based Policies, et ça vous permet d'autoriser, selon des patterns, selon des règles précises, qui a le droit d'accéder à votre API. Et donc là, dans l'exemple, vous voyez, par exemple, j'ai autorisé en utilisant des ressources policy, j'ai dit les IP qui sont en 10.0.0.0 peuvent y aller, les personnes qui sont sur le compte AWS Cloud avec une authentification IAM peuvent y aller. Donc ça vous permet de gérer des niveaux de ressources et d'accès aux ressources. Et ça peut aussi être lié à vos besoins métiers. Donc par exemple, c'est pas uniquement au niveau sécurité IP IAM, ça peut être, par exemple, imaginez, vous êtes Amazon, vous avez une vente flash. Peut-être vous voulez assigner une nouvelle API pour cette vente flash, vous pouvez dire dans la ressource based policy, entre le 1er avril et le 10 avril, assigne-moi cette ressource policy et autorise les gens à accéder à l'API Gateway. Et automatiquement, après le 10, la policy va expirer. Donc ça vous permet vraiment de manipuler les ressources d'une façon assez intéressante. Par contre, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez créer des règles spécifiques comme des allow lists, des deny lists, pour refuser des groupes ou autoriser, c'est plus des fonctionnalités de firewall. Et là, on va plutôt vous dire, si c'est pas quelque chose de faisable avec une resource-based policy, mettez un firewall en place. Et API Gateway s'intègre avec Web Application Firewall. Donc c'est un clic dans la console où vous allez activer Web Application Firewall, vous allez définir vos règles et le type de scripting que vous voulez. Et en fait, tout le trafic va passer par le firewall avant de toucher à API Gateway. Je voulais finir sur ça. Donc si vous vous demandez en fait comment je construis mon API, comment je vais pouvoir la mettre dans le cloud et la faire opérer, il faut savoir que API Gateway supporte les fonctionnalités d'import-export
avec OpenAPI 3 et Swagger. Donc OpenAPI 3, par exemple, c'est un des standards pour designer des API et spécifier des API. Donc vous allez pouvoir, si vous le faites par exemple sur un autre système d'API dans ce standard, vous allez pouvoir l'importer dans API Gateway et démarrer tout de suite avec voilà, le standard OpenAPI 3. Vice versa, si vous savez pas, si comme moi vous n'êtes pas un expert d'OpenAPI 3 et que vous ne savez pas forcément comment décrire toutes les particularités du standard, bah, vous pouvez aller dans la console, créer votre API Gateway dans la console et l'exporter dans le standard. Donc ça vous permet après d'avoir un fichier voilà, standard OpenAPI 3 que vous pouvez intégrer dans votre infrastructure as code ou dans vos dépendances. Ça supporte aussi Postman, JSON et les extensions API Gateway sont aussi intégrées dans l'export bien sûr. Donc c'est voilà, c'est vraiment, si vous voulez commencer, moi je vous conseille de regarder par là et de voir à créer votre API d'une façon vraiment intuitive et simple. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de couvrir un peu des fonctionnalités qui ne sont pas forcément toutes liées, mais qui peuvent vous donner des idées pour créer, améliorer vos API et concevoir voilà, de nouvelles API. Bah maintenant, je vais laisser la main à Patrice Aldo. Bonjour à toutes et à tous. Merci Christian, merci Gengis. On va vous faire un retour d'expérience avec Aldo sur le hub data qu'on a mis en place chez Altis Media, tout le mois qu'on est en train de mettre en place, qui a commencé par des besoins sur la partie digitale et qui s'est prolongé sur la partie broadcast. On va rentrer un peu plus dans les détails. Avant ça, on se présente. Patrice Maillet, je suis directeur technique d'Altis Media en charge du digital, broadcast et DSI. Aldo Battaglia, responsable de développement, en charge de back et Altis Media fait partie du groupe Altis France, qui regroupe deux grandes entités autour des médias et télécoms, donc télécom avec SFR et médias autour des deux grandes marques que sont BFM et RMC. Et il faut savoir que depuis plusieurs années maintenant, on a mis en œuvre beaucoup de convergences entre ces deux activités. À titre d'exemple, sur un élément qu'on appelle la TV adressée, donc qui permet de faire du ciblage publicitaire sur les box en IPTV. En fait, on était venus sur un summit média AWS faire un retour d'expérience sur une brique qui avait été justement mise en place, qui permettait justement de faire l'interaction entre les box IPTV des SFR et des autres FAI et l'ad server. Altis Media aujourd'hui, c'est 15 chaînes linéaires, toujours autour des marques que sont BFM et RMC, avec un gros focus sur l'actualité, avec BFM TV et BFM Business sur l'actualité économique, mais également sur une actualité au plus proche des territoires, avec 10 chaînes régionales, et également autour des marques RMC comme radio, info, talk et sport, et RMC Découverte, RMC Story, plus axé sur la partie entertainment avec des reportages et documentaires. Sans oublier RMC Sport, chaîne service de pay TV pour retrouver des contenus sport autour du foot, du combat. Et enfin, RMC BFM Play, notre service de replay unifié, disponible en OTT et en IPTV, où vous pouvez retrouver l'ensemble de nos contenus. La semaine dernière, on a annoncé le lancement de 8 chaînes fast autour de nos deux marques. C'est des chaînes basées sur des contenus qui ont été déjà diffusés à l'antenne, qu'on est venu relinéariser. C'est ce qu'on appelle du fast, et que vous pouvez retrouver sur le portail Samsung TV+, et sur les box SFR, et au sein de RMC BFM Play. Et Altis Media, enfin, c'est 3 radios disponibles en permanence sur différents supports que sont l'AFM, le DAB+, donc qui est le format numérique de la radio que vous pouvez retrouver notamment sur les voitures les plus récentes. On a également lancé depuis quelques mois nos radios en HLS. On avait fait un retour d'expérience notamment l'année dernière au Summit. Et enfin le format Icecast qui est un peu plus traditionnel et qu'on exploite depuis quelques temps. Et enfin, notre infrastructure sur le digital repose à 100% sur les services AWS, que l'on gère à 100% avec les équipes en interne. Donc ici, quelques exemples non exhaustifs des services qu'on peut utiliser autour de la vidéo ou de l'audio autour des services d'Elemental, avec de l'EC2 bien sûr pour exposer nos différentes applications, beaucoup de S3 pour le stockage de nos images, de nos données, et quelques services qu'on commence à utiliser autour de l'IA. Si la slide veut bien défiler.
De quoi parle-t-on? On vient vous parler de data au sens éditorial. Derrière la data, il y a plein de choses. Ici, on va faire un focus sur l'édito. Premier exemple, si j'ai fait une capture de la chaîne BFM Paris sur la gauche et de BFM Business sur la droite, on vient exposer de la donnée au sein de nos habillages. La première donnée que vous voyez sur le visuel de gauche, tout en bas, c'est la data météo. Donc c'est une data qu'on vient ingérer, qui nous est fournie par Météo France, et qu'on vient exposer par le biais de nos serveurs de diff à l'antenne. En haut à droite, on voit un petit peu moins. On expose aussi de la data allergène. Comme on est sur une chaîne régionale, du coup, on est en capacité d'exposer de la data en rapport avec le territoire. Et sur BFM Business, bien sûr, avec la data bourse qu'on vient faire remonter dans le scroll de manière automatique. Cette même donnée, on est en capacité, du coup, de l'exposer également sur le digital. Ici, avec d'autres types de données, par exemple avec de la data autour des offres d'emploi, qu'on vient également contextualiser avec le territoire, le site en question, avec également des codes promo, de la data sport sur le portail d'RMC Sport, que ce soit pour le foot ou le rugby, et vous le verrez aussi pour cet été pour les JO. Et la data météo que je vous présentais tout à l'heure, on vient également remonter cette même donnée sur le digital. Un petit mot sur le workflow broadcast. Sur l'ingestion de la donnée. Il faut savoir que cette donnée, comme vous vous en doutez, elle a différents types de formats en fonction des fournisseurs. On peut très bien récupérer du JSON, du XML, des données tabulaires ou CSV, et également des données textuelles. Cette donnée, elle va être récupérée par une brique legacy qui s'appelle Fuxstore, qui va venir ingérer chacun des contenus et du coup faire une formalisation de ces données en fonction du fournisseur et de la donnée. Donc c'est une des premières problématiques. Ensuite, cette donnée, elle est compilée et génère un fichier XML par chaîne. Ensuite, ce contenu XML, il est poussé de manière pleine et entière par chaîne par le biais d'une requête HTTP en poste vers nos serveurs de diffusion qui sont totalement isolés de l'externe. Donc comme vous pouvez le voir, cette brique Fuxstore, elle est obligée de s'adapter et d'aller faire des ingestions spécifiques en fonction de la typologie du donné et du fournisseur. Et du coup, ce qu'on va vous partager, c'est justement la mise en place de ce hub data, de manière à pouvoir ingérer en une seule fois la donnée et la formaliser, aussi bien pour le broadcast que pour le digital. Présenter la stack, je vais vous exposer les différents besoins qu'on avait. Donc, on a d'abord eu des besoins côté digital avec de la data sport. Donc, au moment de la Coupe du Monde, il y a 2 ans, on a voulu ingérer la data sportive pour pouvoir avoir les calendriers résultats, les classements, mais aussi surtout les feuilles de match en temps réel. Donc, on a fait ça pour la Coupe du Monde et il y a quelques mois, pour la Coupe du Monde de rugby, on a passé à la data rugby. Ensuite, on a eu des besoins en termes d'affichage d'offres d'emploi, comparateurs et codes promo, comme vous a montré Patrice sur la capture d'écran. Et enfin, toujours côté digital, jusqu'à maintenant, les rédacs attendaient les résultats du loto et l'euro-million pour publier des contenus, sauf qu'il existe des API pour récupérer ces données, donc ils nous ont demandé si on pouvait faire en sorte que ces contenus soient publiés automatiquement. Donc on a fait en sorte de les importer. En parallèle, il y avait des besoins qui étaient uniquement côté broadcast, donc notamment les résultats pour les élections législatives, ou Atmo, qui est la qualité de l'air. Et donc tout ça, c'était vraiment tout séparé. Il y a quelques temps, on a eu des premiers besoins qui étaient transverses, donc l'exemple EcoWatt EcoGaz, c'est l'année dernière, on en a tous entendu parler pour suivre la qualité du réseau électrique ou gaz en France, et on voulait afficher cette data aussi bien sur nos sites que sur le broadcast, sauf qu'on ne voulait plus faire comme jusqu'à maintenant, où on importait les données chacun de son côté. Ça permettait de centraliser. Et donc après, ça a suivi toutes les données autour de la météo des forêts, météo des UV. Et actuellement, on travaille sur la partie transport en commun, notamment à Paris, et la data pour les JO de cet été. Donc les quelques objectifs qu'on s'était fixés pour ces différentes stacks, donc on voulait des solutions évolutives, parce qu'on ne savait pas quel type de données on allait avoir importé. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire quelles données on va importer dans quelques mois, donc il fallait vraiment qu'on puisse avoir quelque chose qui évolue. Il fallait que ce soit scalable, parce que plus il y a de sources de données, plus il y a de data, donc il fallait qu'on réussisse à importer toute cette donnée. Dans la mesure du possible, il fallait rendre autonome l'ajout de nouveaux imports, à partir du moment où c'est des formats standards. Donc il y a un format qui est pas mal utilisé, notamment pour les liens sur les sites,
qui s'appelle le MRSS. Donc on a fait une interface sur notre CMS qui permet d'ajouter un nouveau flux, et comme ça, pour ce type de... À partir du moment où il y a le MRSS qui est disponible, on n'a pas besoin de refaire de développement. Et enfin, il fallait être capable de gérer les pics de charge, notamment pour la partie sport, puisque côté sport, il n'y a rien la semaine et beaucoup de données le week-end. Donc tout ça, c'est séparé en 2 stacks. Une stack qui est vraiment liée à la data sportive et une autre qui est liée à la data servicielle. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter la data servicielle. Et avant de l'exposer, il faut bien importer cette donnée. Donc je vais commencer par l'importation. Donc on a un event bridge qui tourne, qui déclenche une step function toutes les 5 minutes. Cette step function, c'est vraiment un ETL assez classique. Il y a une lambda qui est chargée de récupérer la donnée, parce que comme l'a dit Patrice, c'est très variable, c'est des API, c'est des FTP, enfin ça dépend vraiment du partenaire. On n'a pas toujours la main pour leur imposer ce qu'on veut. Ensuite, il y a une lambda qui est chargée de formater cette donnée telle que nous on la veut, et une dernière qui est chargée de la stocker. En termes de stockage, on a 2 façons pour stocker la donnée. Soit on l'écrit directement dans DynamoDB préformaté pour que le site vienne consommer cette donnée, soit la donnée a besoin d'être inclue dans une page de manière un peu plus globale, et dans ce cas-là, on l'envoie d'abord à notre CMS qui est porté par des EC2 et RDS. Comme ça, on inclut la donnée dans notre page, et enfin, on réexporte l'ensemble en mettant un message dans une queue qui lance une lambda qui est chargée de récupérer la donnée dans le CMS et de la stocker dans Dynamo. Ça, c'est très important chez nous, c'est qu'on stocke dans Dynamo toute la donnée pré-mâchée pour le site pour pas qu'il ait de requêtes en plus à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce workflow ça repasse par le CMS et après c'est republié. Ça, c'est un exemple d'exécution. Donc à la base, cette step function, elle s'exécutait toutes les heures, puis tous les quarts d'heure, puis en fonction des données qu'on a eu besoin d'importer, on en est arrivé à là toutes les 5 minutes. Sauf qu'en fait, il y a plein de flux, ça sert à rien de les importer toutes les 5 minutes alors qu'ils sont mis à jour une fois par jour. Donc on a une toute première lambda en haut qui fonctionne exactement comme un cron, qui nous dit est-ce qu'à cette exécution-là, j'ai besoin d'importer tel flux ou pas. S'il n'y a rien, elle s'arrête. Et ensuite, ça prend le workflow standard avec, comme je l'expliquais, une lambda qui est chargée de récupérer la donnée, formatée, et en fonction du type de stockage, soit directement dans Dynamo, soit vers le CMS. Pour la partie exposition de cette donnée, donc, comme le disait Patrick juste avant, il y a un automate côté broadcast qui s'appelle Fluxstore qui fait les appels API, donc une API qui a été faite avec API Gateway. Et donc là, on a 2 façons de faire. Historiquement, cet outil n'acceptait que le XML. Donc comme nous, on stocke la donnée en JSON, on a mis des lambdas devant pour chaque route où on récupère la donnée dans Dynamo, on la formate en XML. Et depuis peu, on a réussi à faire en sorte qu'ils utilisent du JSON. Donc on a pu faire une lambda un peu plus standard qui, avec un ID entity dans l'URL, récupère la donnée dans Dynamo. Sauf que cette lambda, elle sert pas à grand chose parce qu'elle fait juste passe plat, et comme API Gateway permet de requêter directement dans Dynamo, là, actuellement on est en train de tester une solution qui nous permet de directement taper dans DynamoDB avec API Gateway. Ça nécessite de faire un peu de VTL, donc on est en train de tester, mais ça serait l'objectif. Quelques infos clés sur cette stack. Donc on utilise les Step Function Express. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande fortement d'y jeter un œil. Si vous avez des Step Functions qui mettent moins de 5 minutes en temps d'exécution, ça permet de faire des belles économies. Plus d'une quinzaine de types de données d'importer en quelques mois, et encore beaucoup plus dans les mois qui arrivent. Et des imports toutes les 5 minutes, mais qui sont focus sur les besoins. On va passer à la partie sport maintenant. La principale différence entre la data sport et la data que je vous ai présentée jusqu'à maintenant, c'est que la partie servicielle, c'est nous qui allons chercher la donnée. La data sport, c'est le partenaire qui nous l'envoie à chaque fois qu'il se passe un événement dans un match, un but, un carton ou autre. Donc le partenaire nous pousse la donnée sur une API qu'on a mis en place. Ensuite, grâce à l'intégration entre API Gateway et S3, on peut déposer les fichiers qui nous envoient directement sur un bucket S3. Et en récupérant les informations soit dans l'URL, soit dans les différents headers, on peut les déposer dans des passes en fonction du type de fichier qui nous a été poussé. Ce qui nous permet de déclencher des événements dédiés à chaque type de fichier, par exemple en haut le F1 pour un calendrier, et de mettre des lambdas qui sont propres à chaque fichier derrière. Les lambdas sont chargés de récupérer ces fichiers, de les traiter, formater la donnée, et ensuite on la stocke encore une fois. Donc 2 façons de faire toujours pour le stockage, soit l'envoi dans le CMS. Donc dans ce cas précis, il y avait aucune importance sur la fraîcheur de la donnée, puisque c'est par exemple pour permettre à un journaliste de lier son contenu à un match. Donc on ne voulait pas spécialement du temps réel. Donc c'est pour ça qu'on a remis une queue et une lambda. Parce que le temps réel n'était pas important. Par contre, éviter de bombarder le CMS d'appel API et de le faire tomber, ça c'était quand même assez important. Donc on a remis une queue.
Et toutes les lambdas, comme pour la première stack, écrivent dans DynamoDB la donnée qui est préformatée. Les difficultés qu'on a rencontrées pour la mise en place de cette stack, donc déjà il y a une grosse réflexion sur la partie stockage. On utilise le single table design pour DynamoDB, ce qui fait qu'on stocke tout dans une seule et même table. Donc ça nécessite de bien réfléchir à comment on accède à la donnée avant même de réfléchir à comment on va faire pour la stocker. Donc on s'était posé plusieurs jours dans une salle avec toutes les parties prenantes pour réfléchir à ça. Ensuite, il y a une réflexion autour de est-ce qu'on utilise juste lambda ou est-ce qu'on utilise des step functions. Comme c'était assez simple et il n'y avait pas trop de services autres, on est parti sur des lambda et ça nous paraissait largement suffisant. Aujourd'hui, avec le recul, s'il fallait le refaire, il y a une des lambda qui passerait sûrement en step function parce qu'elle, maintenant, elle est devenue un peu costaud, elle utilise beaucoup de services autres. Donc une step function pour celle-là, ce serait pas mal. Mais surtout, le point le plus compliqué, ça a été de se dire, bah, c'est bien, on veut utiliser lambda, on a API Gateway en entrée, et comment on fait depuis API Gateway pour lancer la lambda? Il y avait plusieurs façons de faire, mais elles nous convenaient pas toutes. La première solution, c'était de comment faire un API Gateway directement sur la lambda, sauf que là, il y avait deux problèmes. Le premier problème, c'était que on a le même API pour tous les différents flux, le même appel API, pardon. Ce qui fait qu'on ne pouvait pas déclencher la lambda qu'on voulait. Donc il aurait fallu avoir une lambda qui centralise et qui redirige après. Ça, c'était le premier problème. Et le deuxième problème, qui était un peu plus embêtant, c'était que surtout si la lambda plantait, bah, il n'y avait aucune solution de retry. Donc on a réfléchi, on s'est dit, bon, du coup, il nous faut une queue devant, sauf qu'une queue, ça ne marchait pas parce que les fichiers XML sont trop gros pour aller dans les queues. C'est là qu'à force de chercher, on a trouvé l'intégration avec S3. Et comme on pouvait déposer dans un pass prédéfini, on pouvait déclencher des événements dédiés. Du coup, petit focus sur cette partie-là. Donc ça, c'est un exemple d'URL qu'on fournit à notre partenaire. Donc on peut récupérer le sport qui est dans l'URL pour générer le pass. Ensuite, les paramètres qui sont dans le header, donc comme vous l'avez vu tout à l'heure, par exemple ici le football F1, et ça nous permet de déclencher la lambda football F1 derrière qui fera le traitement. Ensuite, on peut récupérer tout un tas d'autres paramètres qui, eux, nous servent principalement pour de la lecture et du debug. Le contexte, c'est le request ID. Et enfin, un dernier paramètre que j'ai laissé là, c'est nous, on traite la donnée que si elle a été mise à jour, sinon on ne la traite pas, ça évite que ce soit trop coûteux. Mais on a un paramètre qui est facultatif, qui permet de forcer les imports quand même. Donc ça, c'était pour vous montrer que ça marche même avec un paramètre facultatif, et si le header n'est pas présent, ça ne posera aucun problème, et juste il ne sera pas dans le pass du fichier. Quelques infos clés sur cette stack. Aujourd'hui, on gère plus de 70 compétitions, ça représente 8000 matchs par an. Un peu plus de 30 000 imports par semaine, dont 20 000 le week-end, avec des pics à 1300 par heure. C'est moins d'une seconde entre la réception du push et la mise à dispo de la donnée dans DynamoDB. Et enfin, cette stack est en place depuis 2 ans et aujourd'hui, on n'a eu aucun problème sur cette stack. Merci Aldo. Et maintenant, c'est quoi le next step? Donc, on vous a montré ce que API Gateway pouvait apporter déjà en termes de fonctionnalités de base, mais aussi de fonctionnalités peu connues lorsqu'on a fait un deep dive sur API Gateway. Ensuite, Patrice et Aldo nous ont fait un retour d'expérience sur la mise en place de leur Data Hub évolutif. Pour en apprendre plus sur pas seulement API Gateway, mais aussi nos services serverless, parce que API Gateway, ça fait partie des services que l'on appelle serverless. Donc, on vous propose, comme l'a dit un philosophe belge, que le talent, ça se travaille, mais ça ne se perd pas. Donc, apprenez à votre rythme en utilisant l'AWS Skill Builder, qui est une plateforme qui va vous permettre d'en apprendre plus sur les services serverless comme Lambda, API Gateway. Vous pouvez aussi améliorer vos connaissances avec ce qu'on appelle les guides, les ramp-up guides, qui sont déjà conçus pour des paths spécifiques. Et ensuite, vous pouvez tester vos connaissances en collectant des badges que vous allez montrer à vos collègues au travail. Et avant de quitter, je vous invite à compléter le survey qui va nous permettre en fait de continuer à travailler sur le contenu que l'on vous offre et de continuer à améliorer ces sessions. Donc, merci et je vous souhaite un bon déjeuner si vous mangez et bon summit. Merci.